Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Panaméricaine, le podcast des jeunes chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur les Amériques. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Art et Lecture, on a le plaisir d'être avec Joëlle Roskowski. Bonjour Joëlle. Bonjour. Donc tu es ethno-historienne, tu as fait ta carrière aussi comme conseillère à l'UNESCO et aujourd'hui tu es là pour nous parler de ton dernier livre, Vainqueur et invaincu, la question indienne de Washington à Trump. Donc on va y revenir, donc c'est toute cette histoire, donc une synthèse de l'histoire des politiques publiques à destination des indigènes aux États-Unis. Et pour discuter avec toi, nous avons aussi le plaisir d'avoir Romain Robinet. Tu es maître de conférences en histoire à l'Université d'Angers et tu es ici pour nous parler de ton dernier livre tiré de ton HDR, Naissance de l'indigénisme, le Mexique au XXe siècle. Donc bonjour Romain. Bonjour, merci de m'accueillir. Et donc voilà, pour cet épisode va être centré sur ces politiques à destination des indigènes, avec un peu une histoire comparative entre les États-Unis et le Mexique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est une première question un peu pour nous expliquer d'où vous est venue cette envie de travailler sur les Amériques, sur l'histoire des indigènes. Joëlle, toi, d'où t'es venue cette passion pour les États-Unis et l'histoire indigène? J'ai toujours eu un très grand intérêt pour les mondes américains, Amérique du Nord, Mexique et Amérique du Sud. Et en fait, je suis venue à l'ethno-histoire par le droit et par l'histoire. Et c'est ensuite que je me suis orientée vers l'ethnologie et que j'ai fait des recherches en ethno-histoire. Alors, pourquoi ? Parce que je me suis trouvée, en fait, plusieurs fois dans ma vie, en des lieux où l'histoire se faisait. Et j'étais dans une université américaine dans le nord des États-Unis qui s'appelle Cornell, donc dans le nord de l'État de New York, au moment du Black Power, donc les droits civiques. Et donc j'étudiais pour mon master et là j'étais très surprise de voir que les Indiens étaient totalement invisibles alors que l'université, qui est une très grande université de la Ivy League, se trouvait sur des terres iroquoises. Et donc, j'ai posé timidement des questions. Où sont les Indiens ? On m'a dit, ils sont là. Enfin bon, ils sont très distants. Enfin bon, le lien n'était pas établi. Alors, on voit le progrès qui a été fait depuis, parce que maintenant, il y a une division extraordinaire à Cornell sur Native American Studies. Et le parcours a été extraordinaire. Je tiens à dire à tous ceux qui pensent qu'on n'avance pas que si. Des progrès considérables ont été faits dans les universités et aussi dans les musées pour accueillir les artistes autochtones. Je me suis trouvée aussi au cœur de l'histoire quand je travaillais pour les Nations Unies et l'UNESCO au moment où il y a eu les négociations sur les droits des Amérindiens. Donc ça a commencé dans les années 70, moi j'ai pris un petit peu ça en route, au début des années 80 et jusqu'à l'adoption de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. C'est quand même des négociations historiques qui ont été très lentes et très difficiles, mais il y a quand même un texte majeur, même si on peut le critiquer, même s'il est insuffisant, qui a permis justement aux autochtones du monde entier de se parler et d'utiliser les mêmes notions. On va voir, je pense avec Romain, que la terminologie est tellement importante. Merci Joëlle. Et toi Romain, d'où t'es venue cette passion pour le Mexique ? Alors, je dirais que tout a commencé dans le cadre, et comme beaucoup de ma génération, dans le cadre d'un échange étudiant avec l'université de Veracruz, donc la Universidad Veracruzana, à Jalapa. Et à partir de là, disons, à partir de cette première expérience, j'ai travaillé sur l'histoire du Mexique, mais disons, ce qui a été la ligne directrice, c'est plutôt l'histoire politique, de manière générale, et l'histoire d'abord des mouvements étudiants durant le temps long de la Révolution mexicaine, c'est-à-dire entre 1910 et les années 1940. Et donc, ma première réflexion, c'était sur les étudiants, l'étudiant comme une catégorie sociale construite, en interaction avec processus révolutionnaire, ce qui faisait qu'à l'époque, dans les années 1910-1920, la catégorie étudiante était vue comme une catégorie révolutionnaire. En tout cas, c'était le discours et une partie de l'action des représentants étudiants. Et ce qui m'a frappé, c'est que les élites étudiantes de l'époque, les générations étudiantes des années 20 et 30, étaient obsédées par la race, par la notion de race, et alors déployaient tout un discours
sur le métissage, un discours extrêmement nourri par cette idée de race, et consacrer une bonne partie de leur énergie notamment à fêter la race le 12 octobre, donc en commémoration de la supposée découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. À partir de là, il y a une question qui a ensuite structuré la deuxième partie de mon parcours, c'était justement comment on sort disons, dans le champ intellectuel, en termes d'histoire conceptuelle, de cette notion de race, à partir de quel moment cette notion de race et le raisonnement racialiste qui l'accompagne se dévitalise. Et ça m'a amené donc à travailler sur l'indigénisme. J'y suis arrivé assez tardivement. C'était aussi le fruit d'un compagnonnage intellectuel avec une chercheuse de la UNAM à Mexico qui s'appelle Paula López Caballero, qui m'a permis aussi de mieux comprendre le fonctionnement de ce domaine d'études. Et à partir de là, bien un instant, je suis retombé sur mes pieds parce que l'idée a été d'analyser l'indigénisme là comme politique publique, comme dimension de la construction de l'État et aussi comme mouvement politique avec des organisations se revendiquant comme indigènes. Donc encore une fois, une réflexion sur une catégorie construite qui est celle d'indigènes et qui est une catégorie politique en un sens. Oui, merci. On peut passer tout de suite à cette question de la terminologie. Toi, Joël, est-ce que tu peux revenir justement sur l'histoire un peu de ces termes? J'utilise le terme d'indigène. Évidemment, toi, tu parles aussi des questions indiennes. Et maintenant, on dit aussi beaucoup autochtone. Alors, même si en langue anglaise, en plus, on dit Native American. Donc, qu'est-ce que tu peux revenir un peu sur cette histoire de terminologie? C'est très important. D'abord, quand on travaille sur l'histoire, on travaille sur des textes. Et dans les textes, on parle beaucoup de tribus aussi. Alors certes, maintenant, on préfère le nom de nation. Alors évidemment, il y a une évolution de la terminologie en fonction aussi des demandes des populations autochtones qui aujourd'hui préfèrent nation. Mais si on travaille sur les documents historiques, on trouve le terme de tribu. Et le terme de tribu a été utilisé au moment du Red Power par des militants comme Vine Deloria, qui sont des écrivains très importants, en disant que le tribalisme était une valeur collective qui pouvait en fait être complémentaire des valeurs individualistes de la société américaine. Donc on voit qu'il ne faut pas exclure certains termes du fait que aujourd'hui certains sont plus en vogue, si l'on peut dire. On parle d'Amérindiens plutôt que d'Indiens. Alors évidemment, quand on parle de l'anglais, on parlait il y a 30 ans de American Indians. Ensuite, on est passé à Native Americans. En revanche, le terme de natif, je trouve, en français, est très gênant. Je ne l'utilise pas. Et donc, le terme d'autochtone, certes, est très important depuis la déclaration des droits des peuples autochtones, mais il y a des autochtones partout. Donc, évidemment, quand on parle d'autochtonie, on ne sait pas vraiment si on s'adresse à un peuple, une population américaine ou une population des Fidji. Enfin voilà, donc il faut vraiment faire la distinction. Lorsqu'on parle d'autochtonie, c'est l'autochtonie au sein des mondes américains. Et de ton côté, Romain, est-ce que ces catégories se recoupent dans ton travail? Est-ce que tu emploies la même terminologie? Oui, alors disons que je reprends avec des guillemets les termes des acteurs et donc les termes qui se trouvent dans les sources primaires. Alors qui justement donc évolue beaucoup entre le 1er XXe siècle et disons les mutations à partir des années 1968, 1960-1970. Donc dans le 1er XXe siècle, il y a vraiment et je dirais jusqu'aux années 1950, des termes qui sont strictement équivalents. C'est-à-dire qu'en espagnol, ce qui va être utilisé, donc c'est alors à la fois indien, indigène, natif, autochtones, aborigènes même, qu'on retrouve aussi dans les sources. Et donc, ces 5 termes, disons, sont utilisés comme des synonymes. Vraiment simplement pour éviter les répétitions dans le cadre d'un texte écrit ou d'un discours oral. À partir de là, donc il y a d'autres termes qui sont un peu moins fréquents. Tribu apparaît, bon, ça a un sens parfois péjoratif, mais disons que l'aspect péjoratif, neutre ou au contraire positif, là, va dépendre des acteurs, du sous-texte de ces acteurs, et en soi, les termes ne sont pas chargés négativement. Ensuite, à partir des années 1970, là, il y a aussi cette idée de peuple indigène qui s'impose et donc qui renvoie à un imaginaire qui est celui de l'autodétermination, de la possibilité, alors pas forcément de la possibilité d'un État pour soi, mais en tout cas de ce lien avec la nation, avec une puissance politique.
Si je peux ajouter quelque chose, c'est que j'étais présente au moment des négociations donc au sein des Nations Unies, quel terme choisir en français. Et donc ce qui a été choisi, c'est autochtone plutôt que indigène, parce que il a été considéré qu'indigène était très connoté en français. Et donc maintenant, on dit plutôt les autochtones que les indigènes. Voilà. Oui, c'est vrai, parce qu'en français, dans l'Empire français, il y a le code de l'indigénat, et donc les indigènes dans l'Empire colonial français, c'était vraiment un statut juridique précis. C'est pour ça qu'on dit moins indigène en français et on dit plus autochtone, alors qu'en espagnol, c'est vrai que indigenas est un peu plus courant, quoi. Et il me semble même, alors là je parle sous le contrôle de Joël, que la déclaration en anglais c'est indigenous. Oui, indigenous, absolument. Voilà. Et les Espagnols, enfin les hispanophones préféraient indigena, parce que c'est fort en espagnol. Et en français, il a été préféré, on a préféré le terme autochtone. Oui. Moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture du livre de Romain parce que justement, il explicite très très bien comment ce terme d'indigénisme a été puissant et comment il a évolué au fil des années tout au long du XXe siècle. Et là, on est vraiment dans un décalage total, en tout cas avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Sauf que effectivement, il y a eu certaines convergence à partir des années 30 en raison de certains acteurs, de réformateurs très puissants, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'idée d'une nation indigène n'était pas du tout la stratégie politique aux États-Unis. Oui, et dans le cas du Mexique, alors il y a et d'autres, disons, pays d'Amérique latine, il y a d'abord ces deux termes qui existent et qui se superposent, qui apparaissent dès les années 1910, indianisme et indigénisme. Les deux sont alors entièrement synonymes et il y a une sorte d'hésitation jusqu'à la fin des années 30 entre l'emploi du terme indianisme ou l'emploi du terme indigénisme qui renvoie à l'idée d'une action publique en direction de ceux qui sont étiquetés comme indigènes. C'est seulement à partir de 1940, du premier congrès indigéniste interaméricain, donc à Pátzcuaro, au Mexique, dans l'état du Michoacán. À partir de là, vraiment, le terme indigéniste est consacré, d'autant plus que ce congrès de 1940, ce congrès interaméricain indigéniste, accouche d'un institut, l'Institut indigéniste interaméricain, qui est domicilié à Mexico à partir de 1942 et qui s'éteint en 2009. Donc disons, sur toute cette longue séquence, 1942 à 2009, le terme indigéniste a été consacré à l'échelle interaméricaine et c'est assez logiquement que dans les espaces nationaux se soient structurés des instituts indigénistes. Mais avant ça, il y a une sorte de confusion. Et pour ajouter de la confusion à la confusion, je dirais que dans les années 1970, il y a ce courant qui se dit indianiste, là qui renvoie plutôt aux mobilisations indigènes, en rupture ou en critique vis-à-vis des politiques indigénistes. Mais bien évidemment, là c'est une autre signification qui dépend d'un contexte bien particulier. Et juste pour ajouter sur cette question indienne ou indigène, Joël, parce que c'est le sous-titre aussi de ton livre, mais Romain, tu parles beaucoup aussi de cette question indigène. Juste définir en synthèse, qu'est-ce que c'est cet intérêt par les élites politiques, justement, de régler ce qui s'appelait le problème indien. De même que 1940 est une date très importante au fond au Mexique, la date de 1934 est très importante aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est la venue au poste de commissaire aux affaires indiennes d'un réformateur très important qui s'appelle John Collier, qui a eu des contacts avec le Mexique dès les années 20 et 30 et qui s'est passionné pour l'indigénisme. Et là, on assiste en fait avec l'administration Roosevelt. C'est pour ça que dans mon livre, j'insiste beaucoup sur le pouvoir et le rôle personnel de chacun des présidents américains, à un retournement complet du regard posé sur l'indigénisme qui, au lieu d'être vu comme négatif, c'est-à-dire que les États-Unis avaient une certaine condescendance pour les nations métisses, au contraire, John Collier est fasciné par le fait que l'indigénisme est une notion positive au Mexique et qu'il faudrait peut-être s'en inspirer. Et donc, il va fréquenter les grands réformateurs mexicains qui eux-mêmes auront côtoyé des grands anthropologues comme Dewey aux États-Unis. Donc il va y avoir une sorte d'interaction entre les réformateurs mexicains et les réformateurs états-uniens qui va aboutir donc à ce qu'on a appelé l'IRA, c'est Indian Reorganization Act de 1934 qui a été impulsé par John Collier avec l'approbation du président Franklin Roosevelt. Mais
la politique américaine est marquée par des avancées et des retours, par des cycles contradictoires. Et donc ce cycle de réforme qui va commencer dans les années 30 va s'interrompre à la fin des années 40. Donc on voit que tous ces termes ont été utilisés politiquement par des individus très marquants, par des intellectuels qui se sont rapprochés et ensuite qui ont pu éventuellement se dissocier. En México habitan más de 3 millones de indígenas compatriotas nuestros que hablan más de 64 idiomas diferentes. Cada grupo tiene sus propios problemas, su propio aislamiento, su propia miseria. Estamos en la zona de los mazatecos. Aquí la construcción de una presa obligará a más de 3.000 familias a abandonar para siempre casas, tierras, árboles. Toda una serie de costumbres. Ha llegado el momento. El pueblo ha de ponerse en marcha. Je trouve que cette discussion nous amène très bien vers notre question suivante, qui est celle du modèle, ou plutôt du contre-modèle États-Unis au Mexique. Joël, est-ce que vous pourriez revenir sur l'évolution de la politique états-unienne à destination des indigènes ? Et de votre côté, Romain, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer la réception de ces politiques au Mexique, à quel point on s'en inspire, ou au contraire, on cherche à élaborer d'autres choses ? Je pense qu'il faut quand même rappeler certaines dates. En 1890, c'est Wounded Knee, donc le dernier massacre. Et à ce moment-là, la frontière est fermée. Et donc, du point de vue des autorités américaines, c'est le Vanishing American, c'est-à-dire qu'au fond, l'identité amérindienne est plus ou moins dissoute dans le melting pot, et donc on pense que les Indiens donc seront ou assimilés ou vont complètement disparaître. Et donc jusqu'aux années 20, on regarde le Mexique justement avec ce regard un peu condescendant de dire nous sommes un pays moderne qui va se moderniser encore beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Nous sommes un pays puissant, c'est l'Amérique impériale, et nous sommes tout à fait distincts de notre voisin qui est un pays métis, et voilà. Donc c'est présenté de façon plutôt négative et condescendante, et donc il faut attendre les réformes des années 30 pour qu'on renverse en fait ce regard sur le Mexique, et que grâce au réformateur John Collier, qui a effectivement côtoyé des réformateurs importants au Mexique, on arrive à mettre en évidence l'importance des valeurs amérindiennes. Donc ce qui va se passer en 1934, c'est que John Collier va sécuriser les territoires, là on est au niveau de la territorialité, il va sécuriser les territoires amérindiens en disant même s'ils sont pauvres, ils sont très importants pour la mémoire, pour l'histoire et pour la culture. Alors qu'il y avait déjà des voix qui se faisaient entendre en disant après tout, ces territoires très pauvres, peut-être pourraient-ils disparaître, et les Indiens seraient appelés ainsi à devenir des Américains comme les autres. Donc vous voyez que c'est en fait une discussion majeure, très 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 importante, et que si John Collier n'avait pas existé, il n'y aurait peut-être plus de réserve indienne aujourd'hui aux États-Unis. Donc c'est une réserve vraiment majeure. Ces années 30 sont vraiment très très importantes, et c'est ce regard porté sur le Mexique aussi. Pour revenir sur apporter du contexte, parce qu'il faut rappeler que tout ce 19e siècle aux États-Unis, c'est une suite par exemple de traités qui ne sont pas respectés finalement par les Américains pour conquérir les terres indiennes. Et par la suite, dans les années 1880, il y a aussi cette loi qui vise à déstructurer en fait les territoires indigènes pour les donner en fait aux colons américains. Alors en fait, l'idée qu'il fallait d'abord acheter, c'est les fondateurs, les pères fondateurs, Washington et Jefferson, et surtout Washington, qui est un général, mais il pense qu'il faut plutôt acheter les terres amérindiennes plutôt que combattre les Amérindiens. Donc il leur propose en fait de vendre leurs terres, ou bien ils vont faire face à l'armée américaine. Donc on connaît toute l'histoire de la conquête et puis de la poussée vers l'ouest avec la déportation des nations qu'on appelle les nations civilisées du sud-est, qui sont en fait des nations très métissées justement, parce que le métissage existe aussi aux États-Unis, sauf qu'il n'est pas valorisé. Et ils sont métissés, ils sont christianisés. Malgré cela, on va les repousser vers l'ouest sous le président Jackson, donc, qui est un grand expansionniste et un populiste. Eh bien, on va les pousser vers l'ouest, vers l'Oklahoma, qui devient un territoire amérindien où on repousse les nations de l'Est qui ne veulent pas se soumettre. L'idée, au départ,
On ne connaît pas toute l'immensité du territoire jusqu'à la Californie pendant très très longtemps, jusqu'à l'acquisition finalement du Nouveau-Mexique, du Texas, tout ça au milieu du 19e siècle. On pense qu'on va repousser les Amérindiens vers l'ouest et que donc les colons vont pouvoir s'installer. Ensuite va venir l'idée des réserves, donc qui va s'implanter au milieu du 19e siècle. Ce qui est en fait notable aux États-Unis, c'est que le droit prévaut. Enfin, jusqu'à peut-être maintenant la nouvelle élection d'un nouveau président, mais la doctrine du droit indien est quand même extrêmement bien structurée. Et l'idée va évoluer de cette doctrine de droit indien avec la jurisprudence. On est dans un droit fondé sur la jurisprudence. Et donc, il y a un arrêt très important en 1830 qui définit les nations indiennes comme des nations domestiques dépendantes, ce qui leur donne quand même une autonomie importante. Et peu à peu, grâce justement à l'activisme amérindien, ces Indiens vont pouvoir négocier de gouvernement à gouvernement. Donc, on peut dire quand même que ce qui reste des territoires, ce qui reste de l'identité amérindienne aux États-Unis est défendu par le droit. Mais évidemment, les présidents sont très puissants et si on ne respecte pas l'équilibre des pouvoirs, on risque des réformes qui seraient très dangereuses. Pour le moment, il n'en est pas question. Toi, Romain, qu'est-ce que tu as vu justement sur les élites mexicaines par rapport à ce modèle américain ? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça ? Parce qu'ils voient ça, c'est le voisin du Nord. Et évidemment, au Mexique, il n'est pas question de créer des réserves. Quelle est la situation par rapport à ça ? Alors oui, donc disons déjà de manière générale, le problème indigène, ou le problème indien, c'est l'expression qu'on rencontre dans les sources, le problème indigène ne se pose pas dans les mêmes termes, parce que la situation n'est pas la même qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà, on a une majorité blanche, c'est une société blanche, et voilà, il y a des Amérindiens qui sont très isolés finalement. Dans le cas du Mexique, là, la nation se définit différemment. Alors il y a tout ce discours sur le métissage, mais qui est un discours aussi qui se fait dans un monde où la supériorité raciale blanche est encore très valorisée, le monde des années 1920 et 1930. Donc en fait, ce discours de métissage se nourrit aussi de l'idée d'intégrer ou d'incorporer les Indiens à la civilisation et de montrer que le métissage est un élément positif et même de montrer que le métissage peut conduire à une forme de race presque supérieure. C'est une sorte d'inversion du stigmate qui est entreprise par les élites mexicaines dans les années 1920 et 1930. Donc à partir de là, il y a plusieurs lectures qui se font des États-Unis. Je dirais il y a une sorte de lecture dans la classe politique et chez les intellectuels qui est une lecture caricaturale et qui se concentre sur les réserves en disant que c'est vraiment, les réserves c'est horrible. Et donc ça c'est ce qu'il faut éviter absolument. Ensuite, il y a des lectures plus spécifiques de ce qui se passe aux États-Unis, notamment concernant les internats ou les pensionnats pour indigènes. Et là, il y a un intérêt en disant, il y a une éducation indigène qui finalement a beaucoup de moyens aux États-Unis, même si la tendance est à isoler les Indiens de leur communauté et donc à favoriser une déstructuration des sociétés indigènes. Donc l'idée du pensionnat est reprise, par exemple au Mexique, mais avec la volonté de l'articuler étroitement à une communauté et de ne pas couper les enfants ou les adolescents de la communauté indigène qui les entoure. Donc voilà, il y a une inspiration, ça c'est, disons, sur le plan éducatif. Et après, plus généralement, à partir des années 1930, et durant cette phase dont a parlé Joël, le moment où il y a John Collier qui est à la tête du Bureau des Affaires indiennes aux États-Unis, et bien là, il y a vraiment une sorte de convergence, une interpénétration entre les projets mexicains et les projets nord-américains, avec des initiatives communes. Alors, c'est très visible au moment du congrès de Pátzcuaro en 1940, qui est vraiment, c'est un congrès interaméricain, mais c'est aussi et surtout un congrès mexicano-américain. Et avant même Pátzcuaro, et c'est quelque chose qui sera mis en valeur durant ce grand congrès interaméricain, il y a un projet commun qui s'appelle le projet Tarasque, en fait, qui renvoie à ceux qu'on appelle les purépechas dans le Michoacán, qui est un projet d'alphabétisation qui est entrepris à la fois par des anthropologues mexicains qui commencent à structurer leur discipline, mais c'est vraiment très, très réduit à ce moment-là, et qui se fait en lien avec le département des affaires indigènes au Mexique, et donc ce fameux bureau des affaires indiennes aux États-Unis, et en lien également avec l'Université de Californie. Donc il y a une sorte de projet comme ça, binational, mais qui va porter sur le Mexique, expérimental, pour développer l'alphabétisation en langue indigène. No hay más clases, sistema, tampoco presión. Somos la base con fuerza, indiscriminación, educación, libros, menos fusiles. México nuevo, indígenas libres. No hay más clases, sistema, tampoco presión.
question de l'éducation. On va y consacrer notre question suivante, donc, puisqu'en fait, c'est une thématique centrale dans les réflexions des concepteurs des politiques à la destination des indigènes. Joël, est-ce que vous pourriez décrire le système des pensionnats états-uniens et Romain présenter les expériences mexicaines, que ce soit la maison de l'étudiant des années 30 ou d'autres types de politiques éducatives? Non, mais ça m'a beaucoup intéressé ce que disait Romain, justement, cette idée, faut-il séparer les Amérindiens de leur famille et de leur culture pour les alphabétiser ou non? Et donc, au départ, il fallait civiliser et christianiser, entre guillemets, les Amérindiens, et ça a été confié dans une très large mesure aux missions. Donc, beaucoup aux églises. Les églises catholiques et protestantes ont rivalisé pour obtenir, en fait, des financements et pour la création, en fait, d'écoles. D'abord d'écoles au sein des réserves souvent, et ensuite il y a eu l'apparition des pensionnats qui ont été beaucoup discutés ces années parce que vous avez été au courant des problèmes qui se sont invités dans l'actualité avec la découverte de corps d'enfants autour de ces pensionnats. Là c'était au Canada. C'est au Canada, mais c'est aussi aux États-Unis. Donc en fait, l'idée de toute façon c'était qu'il fallait alphabétiser et apprendre l'anglais aux Amérindiens, et en même temps, la conversion allait de pair. Alors, ce qui est curieux aux États-Unis, ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, c'est que Grant, qui était un général redoutable, est devenu apôtre de la pacification des Amérindiens, et donc c'est là qu'on a dit qu'il fallait justement les pacifier par l'éducation. On a confié beaucoup aux Quakers, qui étaient des pacifistes, cette éducation des Amérindiens, mais pas seulement, parce que là, les différentes églises se sont vues attribuer par Washington, c'est-à-dire par le gouvernement central, des missions à certains endroits en fonction de leur sphère d'influence. Que finalement tout ça a été à peu près comparable dans le sens où effectivement ces enfants ont été alphabétisés, ils ont appris l'anglais, mais on est arrivé à l'idée qu'il fallait aussi peut-être les détacher de leurs habitudes tribales qui étaient beaucoup fondées sur le noyau familial, mais aussi les rituels collectifs, tout ce qui était en fait religion traditionnelle, qui ont été en fait interdites de 1880 jusqu'aux années 1930 justement, parce que dans certains cas on pensait que c'était, dans le cas des Apaches, des rituels sataniques. Dans certains cas on pensait que ils exprimaient une forme de solidarité trop grande, c'est-à-dire qu'en fait l'individualisme ne pouvait pas se développer suffisamment parce qu'on pensait au groupe avant de penser à son développement personnel. On a considéré que c'était dispendieux, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des économies, chaque famille nucléaire était appelée donc à s'enrichir, à faire des économies, alors que dans la perspective amérindienne, il fallait partager avec le groupe. Donc pour les faire rompre avec ces habitudes, ces pensionnats ont commencé à être créés au 19e siècle, et on a beaucoup parlé récemment du pensionnat de Carlisle, qui était un des plus connus, qui a été créé par le capitaine Pratt, qui a dit, et on le répète souvent, tuer l'Indien pour sauver l'homme, c'est-à-dire que les Amérindiens étaient parfaitement capables de se développer et d'évoluer, mais il fallait qu'ils se détachent de leur culture. Et qu'est-ce qu'il en était de l'usage de leur langue dans ces... C'était absolument interdit. Donc, quand ils arrivaient, on leur coupait les cheveux parce que les cheveux ont une valeur symbolique dans les cultures amérindiennes. Donc, c'était une humiliation considérée surtout par les jeunes hommes comme une humiliation, et on leur interdisait de parler leur langue. Et on les habillait différemment. Donc il y a différentes photos, certaines sont incluses dans mon ouvrage, mais il y en a beaucoup où on voit comment on les transformait en fait physiquement dans leur apparence. Et le problème, c'est qu'ils étaient loin de chez eux et ils ne retournaient chez eux qu'une fois par an, et parfois même pas une fois par an. Le gouvernement fédéral était responsable aussi parce que des subsides étaient accordés à ces missions. L'argent était insuffisant, il y avait des problèmes de chauffage, il y avait des problèmes d'hygiène, énormément de tuberculose, beaucoup de décès, et les familles n'ont pas été toujours informés de la disparition de leurs enfants. On leur a dit qu'ils avaient fait des fugues, qu'on avait perdu leurs traces. Donc voilà, une mémoire traumatique qui a été en fait bien développée ces derniers temps, surtout à partir du Canada, mais aussi aux États-Unis. Et toi, Romain, par rapport à cette question de l'éducation et de la langue aussi autochtone, il y a eu aussi des missionnaires au Mexique. Et quelle est justement la position des autorités par rapport à cette question ? Oui, alors je vais laisser de côté les missionnaires pour l'instant, si ce n'est
pour dire qu'il y a effectivement eu des missions qui sont développées, par exemple les missions jésuites dans le nord du Mexique, dans la Sierra Tarahumara, dans la première partie du XXe siècle. Donc voilà, il y a ce paradigme missionnaire, mais là si je me concentre sur l'État, disons la figure du pensionnat nord-américain donc est lue, comme je le disais, de manière assez critique. Néanmoins, on retrouve dans la dimension matérielle des éléments qui nous font penser au Canada ou aux États-Unis. Disons que de manière générale, la mémoire des internats ou des pensionnats est plutôt une mémoire positive au Mexique. Ou je dirais plutôt il y a une absence de mémoire. C'est pas quelque chose qui est forcément très présent dans l'actualité. D'autant que le système actuel d'éducation indigène est vraiment dans le sillage même matériel des internats qui ont été fondés dans les années 1930 et qui ne fonctionnent plus du tout de la même manière. Donc il n'y a pas forcément cette vision d'une histoire éducative tragique avec toute une série de maltraitances, en tout cas dans la mémoire, même si ces maltraitances et ces violences scolaires ont tout à fait pu exister. Alors si on prend le premier temps de l'histoire, c'est cette fameuse maison de l'étudiant indigène qui a été beaucoup étudiée par l'historiographie, qui a fonctionné entre 1926 et 1932 et qui donc reprenait le modèle états-unien en partie. L'inspiration était un pensionnat à Albuquerque et ça a été disons, la référence pour cette maison de l'étudiant indigène, mais qui s'est établi à Mexico. Alors à ce moment-là, c'est vraiment embryonnaire parce que le but, c'est simplement de répondre à la question, est-ce que les indigènes peuvent être incorporés à la civilisation ou non ? Donc c'est une sorte de test éducatif, c'est une expérimentation psycho-éducative, c'est comme ça que le ministère de l'Éducation publique l'appelle au Mexique, et qui va conduire à recruter presque de manière forcée environ 200 adolescents indigènes avec une classification raciale. Il y a un tout petit peu d'enfants qui sont jugés métis mais qui sont mis de côté. Et l'idée, c'est vraiment de voir si ces indigènes peuvent être éduqués. Et là, c'est un internat, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble. Les langues indigènes dans l'internat sont favorisées, mais par contre, les cours se font en dehors de l'internat, se font dans des écoles primaires ou techniques de la ville de Mexico pour ne pas les séparer du reste de la population. Donc c'est assez ambigu et finalement cet internat qui est une sorte de vitrine éducative va fermer parce que quand même l'ambition c'est l'éducation rurale et développer l'éducation rurale au cœur même de Mexico, alors qu'il n'est pas la ville tentaculaire que l'on connaît aujourd'hui. Ça semble quand même un peu étrange aux yeux des critiques de cette maison de l'étudiant indigène. Et ce qui va donc se développer, c'est une série d'internats indigènes dans les campagnes, avec une vision là communautaire et une éducation qui a pour but de former des paysans ou des artisans. Et ces internats sont vus positivement, pourrait-on dire, par une partie de la population rurale, dans le sens où il y a une soif d'éducation dans le Mexique rural, et en même temps, il y a toute une série de problèmes, de corruption, de maltraitance, des cas, par exemple, de directeurs d'internat qui vont dévier les fonds reçus à leur propre profit. Donc voilà, il y a une série de dysfonctionnements qui sont assez importants, mais malgré tout, c'est vu comme un pan légitime et positif de l'éducation rurale. Oui, donc c'est en fait assez différent de ce qui se passe aux États-Unis, et actuellement, on a beaucoup insisté sur la mémoire traumatique en fait de ces pensionnats, mais il est vrai aussi qu'une grande partie des élites a été issue, ceux qui ont résisté psychologiquement et intellectuellement au mauvais traitement et à la déculturation. Beaucoup, finalement, ont acquis une aisance en anglais, ont acquis des capacités, justement, de fonctionner dans la société majoritaire, qui a fait d'eux, en fait, finalement, des cas de leaders. En fait, beaucoup de leaders sont issus de ces pensionnats, malgré tout. I am Scott Momaday, a Native American of the Kiowa tribe, resident in the Great Plains of the United States of America, and a UNESCO Artist for Peace. I have written a poem in memory of my great-grandmother. On this special occasion, I should like to make a gift of it to you. Gidam Kia, her hands. I remember my great-grandmother's hands. They were narrow and gnarled and weak, with no grasp at all. Mostly they were soft, so soft that I could not imagine them taut and strong as those of a woman who held the reins of racing horses, who raised camps on the wind-burned plains, who handled horns and hides. I am long removed from her, but her being is bled into mine.
Alors justement, dans la suite de ce qu'on a approché dans la dernière question, Joël, justement, tu parlais de ces nouveaux leaders autochtones qui étaient aussi issus de ces politiques éducatives qui, malgré tous les défauts qu'on a pu mentionner, avec Romain aussi pour le Mexique, a pu permettre de former des leaders qui vont devenir aussi des leaders de communautés autochtones et qui vont être les fers de lance un peu de ce renouveau indigène. En particulier, alors Romain, tu parles beaucoup des années 68, tu vas pouvoir nous expliquer ce que ça implique pour le Mexique. Et Joël, évidemment, tu reviens sur ce Red Power qui, en lien avec ce mouvement des droits civiques, va aussi être très, très important. Pour commencer par le Mexique, Romain, qu'est-ce qui se passe dans ces années 68 et est-ce que tu peux nous donner des exemples de leaders autochtones ? Oui, alors je dirais qu'il faut quand même élargir la focale parce que effectivement 68 a des conséquences en termes de mobilisation indigène, mais il y a toute une partie, disons, il y a un mouvement indigène qui préexiste, disons un continuum d'organisation avec souvent des ruptures entre les générations, mais qui fait que la mobilisation indigène en tant que telle, avec cette étiquette politique être indigène, apparaît en fait dès les années 1910, durant la phase, disons, de la révolution au sens de guerre civile et au sens aussi de première lutte pour la terre. Il y a une association qui se crée qui s'appelle la Société unificatrice de la race indigène. Donc déjà, qui est presque tout un programme. Bon, c'est quelque chose de très localisé et de très lié à une volonté de réforme agraire. C'est notamment autour de l'État de Mexico et du Michoacán. Ensuite, le mouvement indigène commence à se structurer en lien avec l'indigénisme éducatif. C'est-à-dire que tout simplement, ceux et celles qui sont passés dans les mailles d'un internat indigène vont revendiquer la catégorie ou l'étiquette indigène de manière politique et participer à des organisations qui permettent de légitimer publiquement cette catégorie. Donc là, il y a un premier mouvement qui se structure réellement à la fin des années 40, qui s'appelle la Confédération nationale des jeunes indigènes, qui est un mouvement qui prend une importance nationale, qui est vraiment liée aux internats indigènes, à ceux qui enseignent dedans, à ceux qui ont étudié dans ces internats, à ceux qui en sont sortis. Et ce qui est intéressant avec ce mouvement, ensuite je passerai à 68, mais ce mouvement est très intéressant parce que ce n'est pas un mouvement qui correspond à l'image contestataire que l'on pourrait avoir du leadership indigène. C'est un mouvement, une organisation qui va être intégrée au Parti révolutionnaire institutionnel, qui est fondé la même année en 1946, et qui va devenir un élément de ce parti. Donc on n'est plus dans l'idée non pas d'un indigène rebelle, mais d'un indigène collaborateur avec les pouvoirs publics, demandeur d'indigénisme, demandeur de plus de politiques publiques indigénistes, et surtout demandeur d'une participation aux politiques qui sont élaborées au nom des indigènes. Alors ensuite, les années 60, et là il y a une sorte de rupture, il y a une sorte de vide générationnel, et le mouvement indigène se reconstruit dans les années 1970, avec cette fois-ci une autre organisation qui va être liée un temps au parti dominant, lié au parti donc révolutionnaire institutionnel, qui s'appelle le Conseil national des peuples indigènes. Donc là, c'est vraiment le mot peuple qui est employé et qui est en écho direct au Red Power des États-Unis. La nouveauté des années 70 et des années 80, c'est que là, en fait, le mouvement indigène est beaucoup plus dense en termes humains. Ça correspond aussi à l'évolution du nombre de diplômés, de tous ceux qui sont passés par des formes d'éducation qui les ont étiquetés comme indigènes. Et tous ces nouveaux leaders, alors une partie donc va se retrouver dans l'orbite priiste, donc du parti dominant, et les autres vont alimenter l'opposition. Et donc on aura une sorte de mouvement indigène qui est dual entre une partie pro-prix et une partie anti-prix. Oui, je trouve que la structuration, c'est très important en fait des mouvements amérindiens parce qu'aux États-Unis, ça va commencer dans les années 40, c'est-à-dire il va y avoir des regroupements intertribaux. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que les Amérindiens se sentent plus forts ? C'est parce qu'ils deviennent des héros. Au lieu d'être des ennemis et des minorités un petit peu démunies, comme ils ont été des combattants extrêmement héroïques au cours des 2 grandes guerres mondiales, et ça c'est vraiment important dans l'évolution de l'image des Amérindiens. Ils ont le plus grand nombre de décorations militaires en pourcentage parmi toutes les populations, toutes les différents éléments de la population américaine. Et donc, dès les années 40, ils reviennent en héros. Et là, ils vont constituer une organisation qui s'appelle le National Movement of American Indians, qui est en fait très modérée. Et là, ça reprend un petit peu ce que disait Romain, qui n'est pas là dans la contestation, mais pour dire nous sommes unis et nous avons des objectifs communs. Et alors, effectivement, dans les années 70, ça va évoluer un petit peu. Il va y avoir des mouvements plus militants.
plus militants et plus contestataires qui vont apparaître. Donc il y a le National Indian Youth Council, ce sont surtout les jeunes qui trouvent que ceux des années 40 sont un petit peu vieillissants, il faudrait faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Et puis une organisation très militante qui s'appelle American Indian Movement, qui va avoir un grand rôle dans le développement du Red Power. Et eux vont être quasiment révolutionnaires. Voilà. Et ils vont aussi avoir beaucoup d'influence dans les négociations qui vont avoir lieu sur la scène internationale, qui vont s'amorcer sous l'impulsion du Canada et des États-Unis dès les années, début des années 70. Et j'ajouterais aussi que dans cette rupture des années 70 par rapport à ce qui existait précédemment, donc le mouvement indigène au Mexique qui était structuré autour de cette confédération des jeunes indigènes, c'était une structuration, disons, étatique qui correspondait à la géographie de l'État fédéral mexicain avec, des États fédérés. Et dans les années 70, la nouveauté, c'est que là, la structuration se fait à partir de l'ethnie. Et donc, on a un ensemble de conseils suprêmes ethniques qui vont former ce Conseil national des peuples indigènes. Donc c'est vraiment l'ethnie qui est revalorisée, revitalisée dans ce cadre. Alors justement, dans cette mouvance justement de formation de leaders, est-ce que vous pourriez revenir sur quelques petits exemples pour nous montrer comment ça se produit ? Et toi, Joël, il y a une famille, tu as déjà parlé de ce militant qui s'appelait Deloria. Est-ce que tu peux revenir sur une famille avec une succession générationnelle très intéressante ? Vine Deloria est un leader très important qui était un inspirateur du Red Power, mais c'était aussi un grand intellectuel. Donc il a écrit Custer Died for Your Sins. En fait, c'est vraiment un livre qui est devenu un best-seller en 1969. Donc il a été au démarrage, si l'on peut dire, de tout ce qu'on peut appeler le Red Power, même si après il y avait des militants, des activistes. Lui est toujours resté dans la modération, mais quand même il a impulsé ce mouvement du Red Power. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il vient d'une famille de Canadiens, en fait, la famille Deslauriers, dont le nom avait été anglicisé, qui est devenu Deloria. L'arrière-grand-père était tout simplement un Indien tout à fait traditionnaliste et qui s'était converti. Et il a dit que c'était la musique qui avait aidé le convertir parce qu'il a trouvé les chants chrétiens très beaux. Et donc il s'est converti et le grand-père est devenu pasteur. Et le grand-père était tellement influent que les épiscopaliens, en fait, dans toute la région des Dakota, lui ont confié, en fait, la réorganisation, en fait, des missions. Et à un certain moment, la famille a l'impression que, en dépit de son rôle très important, il n'avait pas été suffisamment respecté. Et cela a nourri le militantisme de Vine Deloria, qui a passé 2 ans au séminaire quand même, en envisageant lui-même de devenir pasteur, et qui ensuite s'est révolté contre l'injustice dont son propre père avait été la victime, et qui donc a commencé à écrire, et il enseignait d'ailleurs, il était professeur à l'Université d'Arizona, et tout le monde lisait ses ouvrages, et ça correspondait à une période aux États-Unis, les années 70, où les Amérindiens suscitaient beaucoup de sympathie de la part du public. En fait, il y avait beaucoup d'articles dans les journaux. Ils ont envahi l'île d'Alcatraz pour montrer comme les réserves étaient pauvres. Ensuite, ils ont envahi le bureau des affaires indiennes. Ensuite, ils ont occupé le site de Wounded Knee pour évoquer le grand massacre de 1890. Donc, Vine Deloria est l'intellectuel qui était un peu derrière tout ce mouvement-là, tout en gardant une distance d'intellectuel vis-à-vis des événements politiques. C'est ça qui est intéressant, cette double casquette, si l'on peut dire, d'intellectuel et de politique qui reste toujours dans la réserve et dans la réserve intellectuelle et qui en fait a eu beaucoup d'influence même sur l'ouverture du musée amérindien qui a été ouvert en 2004 à Washington. Et donc voilà, on peut dire qu'il y a des individus qui ont eu une agentivité particulière et un rôle très important. Et tu as parlé de son grand-père qui était pasteur, mais je crois que sa mère avait aussi écrit quelque chose. Voilà, alors il y a aussi Ella Deloria qui a travaillé avec Franz Boas et qui vivait tantôt à New York avec les anthropologues de New York et tantôt dans les Dakota parce qu'elle avait un rôle de traductrice, de médiatrice et d'écrivain, de chercheuse. Et il y avait également dans la famille
famille une femme peintre très importante qui est maintenant reconnue et qui est exposée dans les grands musées américains. Donc voilà une famille dont on peut dire c'est comme une efflorescence, c'est comme un bouquet de leaders dans différents domaines. Dans la famille Deloria, il manque aussi le fils. Il manque le fils. Et le fils s'appelle Philippe Deloria et il enseigne à Harvard l'histoire amérindienne. Voilà. Et je pourrais ajouter l'oncle aussi, parce que l'oncle a créé une unité juridique à Albuquerque, à l'université d'Albuquerque, pour défendre les droits amérindiens. Et donc, toute la famille, en quelque sorte, a joué un rôle dans la défense de l'indianité à tous les niveaux structurels, politiques et intellectuels. Merci. Et de ton côté, Romain, est-ce que tu pourrais nous présenter la trajectoire d'un leader ou d'une leaduse d'ailleurs Oui, alors en écoutant Joël, j'ai pensé à quelqu'un qui aurait aussi une importance à la fois intellectuelle et politique. L'individu en question donc, s'appelle Genaro Vázquez, qui a été très important durant la première partie du XXe siècle. Disons, le moment le plus important de sa carrière politique, c'est quand il devient ministre de la Justice dans les années 1930, durant la présidence de Lázaro Cárdenas, donc entre 1934 et 1940. Genaro Vázquez est connu pour son action au ministère de la Justice, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui vient de l'État de Oaxaca et qui s'identifie lui-même comme indigène, qui s'identifie comme indigène de race pure. C'est souvent comme ça qu'il est appelé par les contemporains qui l'ont côtoyé. Il vient d'une famille qui était à la fois zapotèque et mixtèque. Et il a grandi donc dans la pauvreté et au moment de la Révolution, il a connu une forme d'ascension sociale par le biais des études et aussi par son engagement politique. Et on le retrouve donc dans les années 20 et 30 avec une nouvelle stature qui est celle de quelqu'un qui a été gouverneur intérimaire de l'État de Oaxaca et ensuite qui a une trajectoire politique au sein du parti dominant et dans diverses fonctions. Ce qui est intéressant, c'est que cet acteur-là est l'une des premières voix qui demande un congrès indigéniste panaméricain ou interaméricain. Il le fait dès 1933 lors d'une réunion de l'Union panaméricaine à Montevideo, en Uruguay. Et donc il porte un projet qui est celui de la diplomatie mexicaine et il demande la réunion. Alors il ne dit pas conférence indigéniste ou congrès indigéniste, mais il dit congrès indigène, avec l'idée qu'il faudrait réunir des représentants indigènes de tout le continent pour déterminer une action en faveur des indigènes. Donc ça, c'est vraiment une sorte de rêve politique, d'anticipation formulé en 1933. Et au moment où se tient ce congrès indigéniste interaméricain de 1940, il est reconnu comme l'auteur intellectuel de ce congrès. Donc ça, c'est un aspect très important. Et lui-même, en plus de développer une action à l'échelle internationale avec cette position en faveur d'un congrès indigène interaméricain, il va développer une action locale dans l'État de Oaxaca en fondant l'une des premières organisations qui se revendique de l'autochtonie, qui s'appelle la Fédération indigéniste révolutionnaire de Oaxaca. Donc un mouvement politique assez court qui unit les élites de l'État qui vont se considérer, alors assez stratégiquement quand même, comme indigènes et essayer de développer une politique en faveur des indigènes, avec toute une revalorisation des langues indigènes comme étant des langues politiques. Et donc ça, c'est quelqu'un de très important parce qu'il a une sorte ensuite d'héritage politique. Il va être le compagnon de route de cette confédération des jeunes indigènes fondée en 1946 dont j'ai parlé précédemment. Et peut-être avant de clore cette partie sur les acteurs autochtones, est-ce qu'il y a des liens entre les mouvements indigènes mexicains, états-uniens et d'autres mouvements indigènes ailleurs en Amérique latine ou au Canada ? Oui, alors on pourrait faire l'histoire de cette globalisation autochtone, cette mondialisation indigène. Évidemment, le moment où ça se passe véritablement, c'est à partir des années 70-80, où là il y a vraiment toute une série de rencontres et même d'organisations internationales indigènes qui se fondent. La préhistoire de ça, j'y reviens encore, c'est le congrès indigéniste interaméricain de 1940, où on a des délégués indigènes qui sont envoyés à la fois par le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique. À ceci s'ajoute un représentant du Panama, un représentant indigène, et des représentants indigènes non officiels, notamment venus du Chili, qui représentait la corporation Araucane. C'était le nom de l'organisation indigène de l'époque au Chili.
Et donc moi j'ai vécu vraiment l'histoire en train de se faire aux Nations Unies, puisque c'était donc à Genève, où justement les représentants autochtones ont réussi à pénétrer les structures intergouvernementales de façon admirable en se regroupant sous forme d'organisations non gouvernementales, ce qui leur a permis d'avoir un droit de parole au sein des Nations Unies, alors que ça n'était pas possible. Les Nations Unies, c'est en fait une organisation d'État. Et il a fallu qu'ils puissent parler non pas en tant que minorité, mais en tant que groupes autochtones. Et ça s'est défini dans les années 80. Et là, donc, les organisations autochtones de tout le continent américain, mais du monde entier, se sont réunies et ont pu parler en leur propre nom. Et c'est comme ça que toutes les terminologies, les revendications, les cibles d'action ont pu être définies en commun, comme on dit aux Nations Unies, behind the scenes, en fait, souvent dans les couloirs, souvent par des alliances, des rencontres. Un travail extraordinairement créatif a été réalisé. Shining persons arrive here, Hayat Kilani. Open your being, Hayat Kijadi. In every small thought of what to fix, in every immense thought of dancers winding through the Milky Way. Hayat ki lusty, what obscures falls away. Donc ça y est, cet épisode arrive presque à sa fin. Mais avant de nous quitter, on aimerait que vous nous recommandiez un livre, une musique, une exposition, n'importe quelle référence culturelle qui soit en lien de près ou de loin avec vos sujets de recherche et vos ouvrages, pour que les auditrices et auditeurs puissent prolonger l'écoute sous d'autres supports. Je ne sais pas qui veut commencer, Robin ? Oui, alors un essai qui permet aussi de penser à partir de l'actualité la question de l'autochtonie. Un essai qui s'appelle « Nous sans l'État », qui a été écrit par une linguiste mexicaine d'origine indigène qui s'appelle Yasnaya Aguilar, et qui justement permet de prendre la mesure des propositions actuelles. Qu'est-ce que serait une forme d'autodétermination indigène à l'heure actuelle ? Que signifie aussi la catégorie indigène, qui, il faut aussi le rappeler, est une catégorie englobante, subsumante, avec voilà, toute une réalité ethnique qui est parfois différente. Et cet essai est très intéressant. Donc c'est paru aux éditions Ici-Bas à Toulouse, je crois en 2022. Donc c'est un ouvrage assez récent qu'on trouve facilement en librairie. Merci. Et toi, Joël Je voudrais quand même mettre l'accent sur la littérature et sur l'art, parce que beaucoup de choses se sont développées au cours des 20, 25 ou 30 dernières années, et mentionner brièvement donc le père fondateur de toute la nouvelle littérature amérindienne, Scott Momaday, et son très très grand chef-d'œuvre Une maison faite d'aube. Aussi un très jeune romancier qui vient de publier, enfin la traduction française vient de sortir, Tommy Orange, Les étoiles errantes. À travers cet ouvrage, c'est la saga d'une famille cheyenne, et on voit comme ça depuis les années 1880 l'évolution de 3 générations, c'est très bien. Et également, je tiens à ajouter Joy Harjo, qui a été poète lauréate des États-Unis au cours de ces 4 dernières années, et dont l'autobiographie est absolument magnifique et poignante, et où on retrouve tous les problèmes de l'éducation amérindienne, puisqu'elle a étudié à l'Institut d'art de Santa Fe, qui lui a en quelque sorte sauvé la vie. Et donc cette autobiographie s'appelle Crazy Brave, le chant de mes combats. Joy Harjo. Et d'ailleurs, dans ton épilogue de ton livre, tu parles beaucoup aussi d'art autochtone, en montrant que l'art contemporain amérindien est aussi très florissant et entre dans les musées depuis peu, en fait. Oui, absolument. Et donc, effectivement, j'ai le plaisir d'animer une galerie, la galerie Oranda à Paris, qui expose des artistes amérindiens, surtout d'Amérique du Nord. Et nous ouvrons la porte aujourd'hui aux artistes mexicains. Et ces artistes que nous soutenons depuis une quinzaine d'années sont maintenant tous dans les musées. Et nous avons eu le plaisir d'en voir plusieurs à la Biennale de Venise en octobre dernier. L'un occupait l'intégralité du pavillon américain. Donc Gibson, il s'appelle Gibson, et il y avait également Amy Whitehorse. On peut dire que vraiment ce sont des artistes maintenant qui ont un renom international, qui exposent dans leur région et qui exposent aussi
sur la côte Est et sur la côte Ouest dans les plus grands musées. Vous retrouverez toutes ces références en description de notre épisode. Merci beaucoup Romain, Joël, d'avoir accepté notre invitation et d'être venus enregistrer cet épisode. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci à la Sorbonne Nouvelle d'avoir hébergé l'enregistrement. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à nous suivre sur Instagram, Blue Sky et à vous abonner à la Panaméricaine sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. On se retrouve le mois prochain. Merci, au revoir. Merci. Merci.